Première question, qu'est-ce qui s'est passé, en 2005 à l'occasion ou en marge de l'université de La Rochelle, qui était le lieu de l'université du Parti socialiste? Il y avait un repas un soir, moi j'étais très contente parce que ce repas, on n'était que 5 personnes, dont Jean-Luc Mélenchon et Claude Bartholone, donc quand même des pointures en politique. Moi j'étais une jeune militante, c'était assez formidable pour moi de pouvoir avoir ces échanges politiques-là. Et puis il y avait un journaliste, Éric Zemmour, que je n'avais jamais vu. La soirée s'est passée, on a eu des échanges politiques vraiment très intéressants. Voilà, tout le monde s'est dit au revoir, on est allé se coucher. Bon. Et le lendemain matin, Jean-Luc Mélenchon animait un atelier. Moi, j'ai participé dans le public à cet atelier. Et Éric Zemmour arrive, mais très en retard, à peu près une demi-heure en retard. Il y avait un siège vide devant moi, il s'assoit, il me reconnaît, il me dit bonjour et il me demande de lui expliquer ce qui s'est passé. Ce que je fais, voilà, très bien, bon, l'atelier se termine. On se lève, je me lève, il se lève, il m'attrape par le cou, il me dit « cette robe te va très bien » et il m'embrasse de force. C'était la surprise totale et immédiatement je me suis dit « mais qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait ?» Parce que tout de suite on se dit « pour qu'il se passe ça, j'ai dû faire quelque chose » mais non, je n'avais rien fait. Je n'ai rien trouvé d'autre à faire que de le repousser et de partir. Et c'était... ma réaction m'a autant traumatisée que ce qui s'était passé, en fait, parce que je me suis trouvée très conne de faire ça. Et je sais que toutes les femmes à qui c'est arrivé comprendront ce que je veux dire, parce qu'en fait, il y a un effet de sidération. C'est tellement... il n'y a tellement pas eu de signe. Je n'ai tellement laissé aucune ouverture. Il ne s'était tellement rien passé que ça m'est tombé sur la tête comme si un orage soudain arrivait et que je me prenais la foudre dessus, quoi. Cette histoire-là, je l'ai racontée à plusieurs personnes, à des proches, à d'autres militantes féministes comme moi. Donc c'était pas une histoire, j'en ai pas fait un tabou, mais évidemment j'ai pas porté ça de façon publique. Et puis samedi dernier, lorsque dans ma ville, à Aix-en-Provence, j'ai vu cet énorme affichage de Zemmour, c'est un énorme panneau avec la tête d'Éric Zemmour et l'adresse de son site pour la présidentielle 2022, exactement. Mais ça m'a beaucoup remué cette histoire-là et il s'est passé je sais pas si c'est un phénomène psychologique, sans doute des psys pourraient expliquer ça. En tout cas, je me suis retrouvée dans une bulle, vraiment, je me suis retrouvée comme une autre moi-même et j'ai eu besoin cette fois de raconter publiquement sur un réseau social, sur ma page publique, ce qui s'était passé, de sortir ça de simplement mon cercle privé, parce que de voir sa tête dans ma ville, ça m'a fait vraiment un énorme choc. Donc j'ai écrit ce post sans imaginer les réactions qui pourraient arriver ensuite. Justement, vous l'avez vu toutes ces années à la télévision, c'est une personnalité publique aujourd'hui, Éric Zemmour, c'est un journaliste qui est de plus en plus connu, qui anime une émission, qui répond à des interviews. Ça n'a jamais suscité le même effet chez vous que de voir cette affiche dans ce panneau dans les rues d'Aix-en-Provence? Je vous avoue que je ne regarde pas particulièrement les chaînes de télé sur lesquelles Éric Zemmour passe et que je ne m'intéressais pas particulièrement à lui. Mais en effet, comme tout le monde, il m'arrivait d'entendre parler de lui et évidemment, à chaque fois, ça me remémorait ça. Mais non, ça m'a pas fait ce même choc. Là, c'était comme une deuxième intrusion sur moi, en fait. Parce que Aix, c'est ma ville et que le cours Mirabeau, c'est quand même l'avenue symbolique d'Aix. Et que, ouais, j'ai ressenti ça comme une intrusion, de la même façon comme une agression, de la même façon que j'avais ressenti cette agression-là en 2005. Vous avez publié votre post samedi 24 avril sur Facebook. Quelles ont été les réactions au récit que vous avez fait? C'est à partir du dimanche midi, en fait, que les choses se sont emballées et que j'ai vu et que j'ai compris. En fait, j'ai compris la portée de ce que je faisais, ce que je n'avais pas anticipé. Et j'ai commencé par recevoir des soutiens et puis ensuite j'ai commencé par d'abord les soutiens. Et puis ensuite, les menaces, les insultes, les injures sont arrivées. Et là, j'ai vu qu'en effet, il y avait tout un réseau de gens qui venaient sur mon post pour me traiter de menteuse, ce qui n'est pas en soi bon. Et puis pourquoi pas, je conçois qu'il y a des questionnements qu'on se demande, mais pourquoi a-t-elle attendu si longtemps? Ah, c'est bizarre, ce moment-là. Je le comprends, je me mets à la place des gens. Après, moi, je demande à personne de se mettre à ma place, surtout pas.
Surtout pas, je crois que celles qui l'ont été comprennent très bien ce que je veux dire et savent très bien que je ne raconte pas d'histoire. On a aussi pas mal de réactions qui parlent d'un complot politique. Qu'est-ce que vous leur répondez? Que c'est très compliqué de mettre en place un complot. Par contre, que les choses humaines, c'est ce que m'a dit une amie proche. Elle m'a dit, mais en effet, pas une seconde je n'ai imaginé que c'était un complot parce que c'est juste que tu es une humaine et que les choses, ça arrive comme ça. Voilà. Mais c'est arrivé comme ça. C'est aussi parce que c'est un moment politique particulier que ces gens ont souhaité l'afficher en 10 mètres de haut dans ma ville. Donc c'est ça qui a suscité ça. Évidemment, il n'y a pas de complot. Il y a juste une corrélation de moments en fait qui fait que voilà, c'est comme ça, c'est arrivé comme ça. Est-ce que vous avez reçu des menaces? Oui, j'ai reçu des menaces. J'ai porté plainte contre ces menaces. Vous pouvez dire de quel ordre sont ces menaces? J'ai reçu des insultes, des injures et j'ai reçu également des menaces de mort, notamment un commentaire en particulier que j'ai signalé en particulier à la police et qui dit à peu près ceci: ces féministes de merde le paieront dans leur chair, quitte à ce qu'il y ait des victimes innocentes comme la secrétaire de Rambouillet, ce ne seront que des victimes collatérales. Je ne cite pas exactement, mais c'est à peu près les propos qui sont dits. Comment vous réagissez aux autres témoignages qui ont été publiés par Mediapart dans une enquête qu'on a publiée sur le site? Quelle est votre réaction à la lecture de ces autres témoignages qui rapportent eux aussi des faits ou des propos à connotation sexuelle non désirés de la part d'Éric Zemmour? D'abord, je dois vous dire que avant la sortie de l'article, j'ai été contactée moi-même par 2 femmes et que ça m'a fait beaucoup de bien. Et ce qui m'a fait le plus de bien, je dois dire que oui, je suis fière de ça parce que la première de ces femmes m'a appelée en me disant merci. Et puis la deuxième aussi d'ailleurs. Et leurs paroles se sont libérées. Et je suis sûre qu'il y a plein d'autres femmes en fait qui ont vécu ça avec lui. C'est ce que j'écris dans mon post. Dans le monde de ces gens-là, on se sert. Et ce jour-là, il s'est servi. J'étais là et il s'est servi. C'est tout. Et de toute façon, on voit bien ce qu'il dit des femmes. On voit bien que pour lui, les femmes ne sont pas des hommes comme les autres. Ce sont des sous-hommes. Ce sont des objets. Donc on se sert d'un objet. Je veux dire aussi à tous ceux qui me disent que quand même je fais beaucoup d'histoires pour un baiser volé, que c'est pas un baiser volé en fait. Un baiser volé, c'est un truc un peu romantique quand l'autre vous a donné des signes et que peut-être il y a un prémisse de quelque chose. C'était pas ça du tout. C'était pas ça du tout. J'étais juste une serpillière sur laquelle on s'essuie les pieds, c'est tout. Il n'y a pas aucun romantisme là-dedans. Vous êtes militante féministe, vous avez aussi raconté ce qui vous est arrivé dans votre vie de femme. Que répondez-vous à ceux qui disent ou à celles qui diraient que la seule issue à ces discussions sur les violences sexistes et sexuelles est la justice? Sans doute, dans un monde idéal, sans doute, mais dans le monde réel dans lequel on vit, vous voyez, vous, aller au commissariat et dire, en 2005 en plus, hein, et dire, il y a un journaliste là qui m'a embrassé de force à l'université d'été du PS. Non mais vous voyez vraiment faire ça? Imaginez une seconde la réaction des policiers. Il y a déjà, sur les plaintes pour viol, il y a déjà un nombre de plaintes qui sont classées sans suite absolument hallucinant, qui fait que une femme sur 10 seulement ose porter plainte. Parce qu'il y a cette histoire de honte, peut-être j'aurais pas dû m'habiller comme ça, peut-être j'aurais pas dû dire ça, peut-être j'aurais pas dû faire ça, qui est dans notre société, qui est marqué dans notre société. Donc oui, dans une société où l'égalité entre les femmes et les hommes existe réellement, dans une société idéale, en effet. Mais dans la société dans laquelle nous vivons, ça ne peut pas se passer comme ça. Alors, il y a du mieux, c'est bien, mais en vrai, non, j'ai tort. Dans une société idéale, les mecs ne font pas ça, en fait. Et donc, il n'y a pas besoin de justice pour ça, et la justice peut s'occuper d'autre chose, parce que les mecs ne se sentent pas autorisés à se servir des femmes comme ça, en fait. À quoi ça sert pour vous de balancer son porc? C'est le hashtag que vous avez utilisé, qui était celui du mouvement MeToo à l'automne 2017, en France, balance ton porc. Voilà, à quoi ça sert de balancer son porc? Je crois que ça fait avancer la société. Dans le cas d'un personnage aussi public et aussi connu que M. Zemmour, ça permet sans doute de mettre un regard un peu différent sur qui peut être
cette personne. Je vous avoue que quand le hashtag est sorti, évidemment que j'y ai pensé. Évidemment. Et puis je me suis dit, tu vas faire ça maintenant, personne ne va te croire, et puis de toute façon, qu'est-ce que ça va faire à part te faire du bien à toi? Qu'est-ce que ça peut faire? Et puis ça va même pas peut-être te faire du bien. Et puis j'ai laissé tomber l'idée parce qu'il y a toujours cette espèce de sale honte sur soi, toujours cette idée que c'est toi qui as dû faire quelque chose quand même, etc. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, j'étais dans une bulle et une autre moi-même, parce que ça c'est parti. Je l'avais plus quand j'ai écrit ce post. Donc ce que ça change, ce hashtag, c'est que les femmes se sentent plus autorisées à prendre la parole, se sentent plus légitimes, et que le regard de la société n'est pas le même. Et encore une fois, que ce soit un baiser forcé, et non pas volé, un baiser forcé, un viol, ou tout autre type d'agression, chaque femme qui a été agressée sait très bien de quoi je parle, et sait très bien ce que c'est que cette salissure et cette honte, en fait. Et en fait, ça n'a pas lieu d'être. C'est à eux d'avoir honte. Et c'est à eux de ne plus faire ça. Donc, moi, je veux dire aussi à tous ceux là qui me disent « Oh là là, toutes ces histoires pour ça », mais ne faites pas ça avec les femmes, en fait, hein. Mediapart.